je pense que une chose est importante, je suis aussi moi-même aussi mère de famille. Demain va commencer le confinement pour certaines classes. C'est vrai, c'est un grand questionnement comment ça va se passer. Alors je vais vous expliquer na linga là où comprendre qui m'a monté que toutes les écoles communales reprennent le lundi du 10 mai. Oui, pour les 6e primaires, 6e secondaire et 7e secondaire, n'est-ce pas? Et j'ai vu aussi pour les écoles catholiques, ça commence en mardi. Hein? Nalobi boye que ba école et banda, le 18 mai, pendant 6e primaire, 6e secondaire, na 7e secondaire, bon aussi koyo, pour la école Moussoussou, et ben le 25 mai, pendant la première et 2e primaire. Et les élèves qui commencent demain vont avoir 2 jours d'enseignement par semaine. Alors, Rotanga, 2 jours par semaine. Il y a le 25 mai, bah, ta première primaire en Rotanga, 1 jour par semaine. Et les 2e secondaires, ça sera 2 jours par semaine. Et bien sûr, on ne va pas oublier les élèves en difficulté. Les élèves en difficulté seront invités à l'école pour pouvoir recevoir l'enseignement, les remettre à niveau pour certaines matières 1 jour par semaine. Et ça, c'est très, très, très important. On n'oublie pas. Et pour les autres, les matières vont continuer, comme on a fait jusqu'à présent, les matières à domicile, qui bien sûr ne seront pas cotées. Hein, voilà. Alors maintenant, beaucoup de personnes me posent la question, est-ce que tout le monde va passer de classe? Eh bien, je peux vous répondre, comme a insisté, c'est vrai, nous sommes dans une situation inédite, le redoublement sera exceptionnel. Mais on va laisser la décision au conseil de classe et le jury, hein, qui vont décider si un élève peut passer de classe ou bien si il faut, voilà, si la personne, on doit lui donner un travail pendant l'été pour pouvoir se remettre à niveau, ou bien si, troisièmement, que l'enfant doit doubler. Mais même si l'enfant doit doubler, ça va se faire en concertation avec les parents et les élèves. La peine à expliquer les sources d'une Tunanga, est-ce que va doubler, mais va doubler bah, ça là en sorte que parmi que situation et situation encore difficile que va doubler et c'est pas possible de doubler et ça situation encore vraiment exceptionnelle mais bah ça la dernière par aussi à ce que décision d'un conseil de classe d'un jury pour décider on a oyo à coller classe toi pour les cater mais toujours na concertation na ba parents na témoin la cas il y a doublement toujours concertation et ça beaucoup de gens me demandent si une obligation de la rentrée scolaire. Je dis, c'est mieux pour que les enfants puissent se remettre à niveau de rentrer en classe. Mais cependant, on comprend que la situation, je reviens toujours sur ce mot, c'est une situation inédite, qu'il y a certains parents qui peuvent avoir l'appréhension de ne pas faire retourner leurs enfants en classe. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, bon, il y aura des retards non justifiés, mais qui ne seront pas signalés au niveau de l'éducation nationale. Et ce qui va se passer, on va appeler les parents pour comprendre quel est le problème hein, et pouvoir trouver une solution avec les parents pour que l'enfant puisse continuer son apprentissage et que l'enfant ne soit pas pénalisé. Et il y a lobby que classe, il y a solo ceux qui m'ont inquiété, ça m'a pénalisé, mais on a intérêt à moi, parents, classe, on a besoin de solution, on a besoin de continuer. Attends, continuer dans mais on a besoin de solution, on a besoin de continuer classique. Bon, alors maintenant, beaucoup de gens me demandent, maintenant, tout ce qui est CEB, CE1D, CES, toutes ces classes certifiantes, qu'en est-il hein eh ben, comme vous le saviez très bien que les épreuves extérieures sont annulées, on n'avait pas le choix, mais il y aura des évaluations cotées hein, quand les cours vont reprendre pour pouvoir voir quelle matière l'enfant a besoin pour repasser à l'étude supérieure. Bon, tout ça, ça sera fait en concertation avec le corps enseignant. On a vu, CEB, CEND, CESS, vous allez dire que l'épreuve, il y a l'IBANDA, vous allez sous-souter, ou à ce moment-là, examen des temps, les gens ont sous-souté, et bien, l'évaluation, vous allez continuer comme on a la classe, il y a un mode à rapport, il y a un mode pour ça, l'évaluation. Bon, maintenant, beaucoup de gens aussi me demandent par rapport aux écoles spécialisées, si les écoles spécialisées vont aussi rentrer en classe, hein, si les élèves aussi vont rentrer de classe. Effectivement, les élèves des écoles spécialisées qui sont en primaire et en secondaire, que le corps enseignant avait estimé qu'ils pouvaient justement participer aux épreuves certificatives, eh ben là, l'école reprenne. Notamment les élèves de l'enseignement secondaire de forme 3 et 4
susceptibles d'obtenir le certificat pour le 30 juin. C'est-à-dire, bana école spécialisée, banda classe, professeur babi non mona azali na capacité à ça l'épreuve certificative CEB, CES wana boye, banda classe, na bana enseignement secondaire il y a 3 et 4 pour le certificat d'abord le 30 juin. Pour les matières, je vous avais dit tout à l'heure, pour les matières, pour les élèves qui ne reprennent pas, qui ne sont pas dans l'obligation de reprendre les cours, ça va continuer comme ça s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'apprentissage, mais pas de nouvelles matières, mais toujours continuer à travailler sur l'apprentissage de ce qu'ils ont appris par le passé. Et pour ceux qui rentrent demain, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, on a ban ça qui dit non que matière et vous allez pas ban à 6e B, au barozo à lobby, à 6e primaire, bon, apprendre la première secondaire, en matière à 6K, mais au va on continue toujours malingé, il y a apprentissage. Maintenant, on a ce garderie. Plusieurs personnes posent la question pour les garderies, si on peut aller dans les garderies. Sachez que la garderie est en général réservée pour les parents qui travaillent dans le secteur essentiel. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne peuvent pas rester à domicile de s'occuper de leurs enfants. On a la garderie, oui, la garderie, c'est-à-dire qu'on a des parents oyo. Par exemple, au sein d'un secteur, on a essentiel, c'est fini. Au sein d'un corps enseignant, dans commerce, dans la grande surface. Tout ça, on a besoin pour ça, la micro, l'État, on a besoin d'un bango. On a coaché à quoi par rapport à tout ça. Maintenant, pour l'enseignement, je vous ai parlé. Beaucoup de gens aussi me parlent voilà, des voyages. Est-ce qu'on peut voyager? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout ça aussi, ce sont ce qui va arriver. Les décisions qui vont arriver au fur et à mesure. Je vous ai expliqué tout à l'heure que phase par phase, ben, les experts vont voir, tiens, est-ce que c'est maintenant opportun de pouvoir libérer certains éléments de la vie sociale. C'est eux qui vont décider ça. Mais bon, pour l'instant, les voyages dans l'espace Schengen, des 26 pays de l'espace Schengen ne sont pas permis. Et ce n'est permis que pour des raisons essentielles. Mais ça aussi, ça diffère d'un pays à l'autre. Ça, c'est difficile à dire. Il faut aussi se renseigner. Il faut plus de renseignements par rapport à ça. Il faut vous renseigner aux affaires étrangères. Atumi baza kotunanga kwa na voyage kumi pembeni, nina kile na Congo, est-ce que moi ezali na kile na Congo et ça mandenge nini et tout ça. Moi ezali mais sikoyo, somo ba renseignement malamu, il faut tunana nous na affaires étrangères. Mais siko na nous na kati ya Europe, on a voyager dans les a permis et vous allez soki osaka na il est important pour ça là. On dit que pour l'instant on va libéraliser en té, mais malembe et pour ça là. Bon, je vois que je suis déjà à 10 minutes. Il ne faudrait pas que je prenne trop la parole parce que je sais que beaucoup de gens sont intéressés par rapport à tout ce qui concerne la situation de la pandémie Covid-19. Et je trouve que c'est vraiment important. Je remercie. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques Bongani. Bonjour, Madame Boméré. Voilà. Bonjour, docteur. C'était vraiment une joie pour nous tous de vous avoir. Vous êtes un personnage très connu du milieu d'Ixelles. Tout le monde vous connaît. Vous êtes un médecin généraliste qui est souvent, je vois votre bureau est toujours rempli. Souvent même, vous aidez les gens, les sans-papiers, les sans-abri. Vous faites aussi en même temps du social. Et voilà, je tenais à vous remercier publiquement. D'ailleurs, tout le monde vous connaît. Hein, vous êtes non seulement un médecin généraliste, vous êtes en même temps un psychologue, vous êtes en même temps un assistant social. Je vois quelquefois vous démenez pour trouver des solutions. Vous m'appelez souvent, tiens, telle personne a tel problème, est-ce que je peux vous jouer tout à la fois. Alors je pense que c'est important, grâce à votre empathie que vous avez vis-à-vis de ce public, de vous inviter pour vous poser certaines questions. Alors premièrement, on va rentrer d'emblée, comme demain c'est la rentrée scolaire. Hein, je vais commencer d'abord une question justement qui concerne justement les élèves. Est-ce que classe il lobby et que vous banda batuba c'est la montée ma tranquille pas beau tiens ça pas. Demain c'est la rentrée scolaire, on va y aller, mais on soit content d'y aller et toutes les mesures ont été prises parce que vous avez vu que les écoles se sont démenées pour créer un espace de sécurité pour les élèves. Ils ont travaillé jour et nuit, les corps enseignants et les autorités aussi communales. J'ai vu pour la distribution des masques arriver, vraiment ils se sont battus jour et nuit pour pouvoir assurer la rentrée des classes, que ça se passe dans des conditions bien bonnes. Et beaucoup de parents demandent, tiens, comment ça va se passer la rentrée scolaire? Alors maintenant, en matière, vous, bien sûr, vous allez nous expliquer en matière médicale, est-ce que c'est sûr, les enfants peuvent reprendre l'école, la sécurité? Est-ce que la classe, il lobby, parents, la beauté menacée,
la classe est bandit, alors qu'il est la classe, la sécurité news. Au lobby, vous dites quoi, docteur? Merci Mingi d'abord. Merci beaucoup, Madame la députée, pour l'éclaircissement. Parce que d'abord, j'ai suivi vraiment tout ce qui a été dit par rapport au déconfinement. Et le lobby banabakozong la classe. Na liboso, il faut balandi. Bato ya yo bazolanda baïba que nous devrons apprendre à vivre avec cette nouvelle maladie, avec ce virus. C'est dans ce sens que l'autorité Mboka, Mboka Misusu, va décider des confinements moko progressifs, donc partiels. Il y a lobby rentrée de classe, il y a lobby en bien, il y a certaines classes qui vont rentrer et puis à un rythme bien précis pendant la semaine. Parce que les important, que réflexe et aliboso. Oyo ba autorité sanitaire, oyo motonyo surtout fois zalanango, ezali ba mesures barrières. Ya koyeba que il faut réflexe ya kozalaka na masque, ya kozala na distance moko requise par rapport à baninga, ya ko éviter de tousser en public ou devant des gens. Donc tous ces réflexes de protection, il y a société, ndé ko mema biso to zonga na vie moko petit à petit na vie normale. Donc oui, comme yo limboli et que nous le savons, ma mesure est prise au niveau, il y a Mikonzi, il y a Mboka, au niveau, il y a enseignants, il y a école, mais il faut aussi une discipline. Quand les autorités appellent à la solidarité, comme Yopé rappelait en gros, la solidarité, c'est aussi se protéger pour protéger les autres. Parce qu'il faut que Banaba Kuka, Kotanga, pour la certification de Bangoba Kuka, demain, il y a un bagage nécessaire à la société en charge. Donc, classe est au matin indéfiniment. Classe, il faut zonga, mais dans des conditions bien précises. Au-delà des conditions, il y a aussi le respect. Il y a donc, distance sociale, port de masque, éviter que vous ayez objet, il y a transmission, il y a malade. Nettoyer les mains régulièrement avec de l'eau tiède, utiliser les gels hydroalcooliques. Donc, tous ces comportements, Madame la députée, il y a des alliés pour renforcer conviction que petit à petit, ben, dans la classe, malin. Ok, merci. Et un petit mot peut-être en français, même une phrase peut-être. Oui, donc, comme c'est vrai que le public est un peu un public en français en lingala, il est important de rappeler que les autorités sanitaires ont pris des dispositions pour que l'école reprenne. Mais ce n'est pas toutes les classes qui reprennent, et puis à un rythme bien régulier de la semaine. Il est important que chacun puisse œuvrer dans le sens de la solidarité, c'est-à-dire le respect édicté par les autorités sanitaires, distanciation sociale, le port de masque, et éviter d'être l'outil de propagation du virus. C'est important parce que nous devrions vivre un bon moment encore avec ce virus. Et pour vaincre le virus, il faut éviter d'être à la base de la propagation de la maladie. Donc, il faut respecter les autres en se respectant soi-même, en se protégeant. Ok, merci. Maintenant, je vais rentrer plus dans le vif du sujet en termes de la prévention. Parce que, voilà, c'est ça vraiment j'avais beaucoup de soucis par rapport à cela, parce que quand je rencontre beaucoup de personnes, et pas seulement du milieu africain, mais de tous les milieux, les gens, pour se prémunir de cette maladie, vont sur Facebook, vont sur les réseaux sociaux, et voilà, il y a plusieurs informations qui viennent. Je vois des gens qui disent comme ça, oui, et d'ailleurs, j'ai même vu que hier, il y a une étude qui a été faite, et dans les statistiques, 17% des personnes qui ont répondu au questionnaire boivent du thé chaud pour se parer en prévention de cette maladie. Vous savez, par exemple, dans le milieu africain, il y a aussi, voilà, il faut se mettre la couverture avec l'eau chaude, faire des bains de vapeur avec d'eau chaude tout nu, on se couvre avec l'eau chaude, avec plein de traitements traditionnels et tout ça. Bon, et beaucoup de gens, tant que c'est des choses, des traitements qui sont pas nocifs, bon, ok, on peut le dire, mais il y a aussi certaines personnes qui se mettent à faire comment on appelle ça encore?
j'oublie le nom de ce produit-là, mais ils mettent des produits qu'ils avalent, qu'ils boivent, qu'ils mangent en prévention à la maladie. Quel conseil vous pourriez donner? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Qu'en pensez-vous? Oui, donc d'abord, je pense que c'est important de rappeler en quelques mots qu'est-ce qui se passe. On est donc au mois de décembre, une nouvelle maladie apparaît, elle apparaît en Chine, elle tue énormément de gens, et puis très vite on parle du coronavirus et puis du Covid-19 tel que c'est connu maintenant. Cette maladie arrive en Europe et se propage un peu partout dans le monde avec les dégâts que nous connaissons, plus de 290 000 morts à travers le monde. C'est une maladie virale qui se contamine par des postillons, donc quand on tousse ou des éternuements ou quand il y a on part de manière tactile également. Donc, il faut que les gens sachent que cette maladie, quand elle se manifeste, la plupart des gens, ou des fois, ça se manifeste comme des symptômes grippaux. Ça peut se limiter à une fièvre au-delà de 38 degrés, une toux sèche, un rhume, perte du goût, perte de l'odorat. Ça peut avoir aussi d'autres symptômes comme de la diarrhée. Et il y a un grand nombre de gens qui vivent avec ce virus sans développer aucun symptôme. Une grande partie développe des symptômes respiratoires modérés et puis ils peuvent s'en sortir au-delà de 2 semaines en restant chez eux, en prenant du paracétamol. Mais quelques personnes tombent gravement malades avec des difficultés respiratoires qui poussent qu'ils doivent être hospitalisés, traités et certains en soins intensifs parce qu'incapables de respirer tout seuls. Mais petit à petit, c'est une nouvelle maladie et les chercheurs ont vu qu'au-delà des difficultés respiratoires, il y a aussi des atteintes neurologiques, comme je dis, la perte du goût, perte de l'odorat, des éruptions cutanées et d'autres symptômes qui, aujourd'hui, on parle d'une maladie qui est quand même multiviscérale. Parce qu'il y a d'abord le virus en lui-même, quand il entre, il crée des dégâts. Le virus crée des graves inflammations qui, au niveau des différents tissus, créent des dégâts. En gros, la résistance des personnes gravement malades parce qu'elles ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies à la base, diabète, immunodéficience, pathologie cardiovasculaire, et ces gens-là sont affaiblis. Maintenant, pour répondre à la question, on s'est dit, selon au début de la pathologie, que ce virus mourrait à des températures chaudes ou à des températures élevées. C'est pour ça que dans le commun des mortels, les gens se sont mis à prendre tous des traitements traditionnels, à boire de l'eau chaude. Mais rassurez-vous, à ce jour, il n'y a aucune démonstration scientifique quant à l'effet de boire de l'eau chaude qui tuerait le virus. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui se prennent en charge par de la bonne prévention évite la propagation de la maladie. Mais la grande question, c'est que est-ce qu'on a un traitement pour cette maladie à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il y a des traitements qui sont, comme vous savez, à l'essai, à base de l'azithromycine associée avec de l'hydroxychloroquine, avec des antiviraux, mais ces traitements sont donnés que dans les milieux hospitaliers. C'est vraiment important. Quand quelqu'un est symptomatique, léger et porteur du virus, on le conseille de rester à la maison, d'être en quarantaine, d'éviter de contact avec autrui pendant 2 semaines. Et quand les symptômes sont vraiment présents et que les gens sont en détresse respiratoire, d'ailleurs, ici en Europe, en Belgique, on teste ce qu'on appelle la saturation d'oxygène dans le sang. Quand cette saturation est inférieure à un chiffre bien précis, on met les gens en hôpital avec de l'oxygène et ceux qui sont fortement touchés sont dans des soins intensifs, intubés pour récupérer en qualité d'oxygénation des tissus et peut-être sortir de l'hôpital. Mais malheureusement, comme vous savez, quelques personnes perdent la vie. Dans l'absolu, dans le pays où nous sommes aujourd'hui en Belgique, cette maladie a tué beaucoup de gens, beaucoup de personnes âgées, parce que vous savez, ces personnes sont déjà
avec une résistance immunitaire faible. Mais au niveau des pratiques de boire de l'eau chaude, il n'y a aucune démonstration scientifique. J'ai même appris des gens qui mangent un nombre exagéré de l'ail, du citron, ou qui font des inhalations. Certes, ça peut aider pour certains symptômes parce que les mêmes symptômes de la grippe sont les symptômes aussi au début qui peuvent se manifester dans le cas du corona. Ça peut avoir un effet symptomatique, mais dans le long terme, c'est-à-dire pour tuer le virus ou lutter contre les inflammations, jusqu'à preuve du contraire, c'est une prise en charge médicale sérieuse et souvent hospitalière pour les cas les plus graves. Merci, docteur. Mais vous avez dit tout à l'heure, docteur Jean-Jacques Bongani, que la maladie touchait en général les personnes qui avaient un système immunitaire assez faible. On a vu quand même ces derniers temps quand même beaucoup de jeunes et même des jeunes enfants qui étaient quand même contaminés par la maladie. D'où viendraient alors ces explications là? Oui, très très bien. Il faut bien vraiment, je suis heureux que vous releviez ce fait. Donc au départ, c'est une nouvelle maladie. Donc au jour et au fur et à mesure des semaines et des mois, on apprend. Mais jusqu'à preuve du contraire, les jeunes sont généralement épargnés de la maladie, mais on a constaté quelques cas en Grande-Bretagne, en France et dans certains pays d'Europe, que des enfants très jeunes développent une maladie qui est très rare, qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Et un grand nombre de ces enfants qui ont développé cette maladie ont été testés positifs au Covid-19. Donc, c'est quoi la maladie de Kawasaki? C'est une maladie infantile rare qui se manifeste par des températures élevées au-delà de 38, par des atteintes digestives, par des éruptions cutanées, la conjonctivite, des difficultés respiratoires et aussi une inflammation du muscle du cœur qu'on appelle la myocardite. Mais généralement, cette maladie est traitée. Il y a des traitements qui a donc à base d'aspirine à forte dose, d'immunoglobuline, et d'autres médicaments entre autres. Donc ces enfants sont traités. Mais bon, jusqu'à présent, de nombre de morts, j'ai appris. Et aussi, il y a un problème, c'est que cette maladie qui, au départ, est une maladie qui vient de l'Asie, par son nom, Kawasaki, on voit que les enfants maintenant qui développent cette maladie et qui ont aussi, dès la présence du Covid-19 dans leur corps, ces enfants présentent pas tous les symptômes de la maladie de Kawasaki, c'est pour ça qu'on parle de pseudo-Kawasaki ou de Kawasaki-like. Il y a eu quelques morts, on ne peut pas confirmer que c'est une forme de Covid-19, mais il y a des recherches pour comprendre pourquoi quelques enfants en situation de détresse respiratoire et finalement de défaillance cardiaque ont pu perdre la vie, présentant des myocardites et en même temps ayant le Covid-19 dans leur sang. Donc, la prudence s'impose. C'est pour ça que la première question, et qui peut être la crainte de beaucoup de parents, de remettre les enfants à l'école en se disant que le Covid-19, il est en train de descendre au niveau communautaire, il faut le dire aussi, la maladie est montée et le pic a été atteint et maintenant il y a une phase descendante. On voit que dans beaucoup de pays, le nombre des patients dans les soins intensifs, le nombre des patients hospitalisés ont fortement baissé, mais il faut faire attention parce que le déconfinement, ça sera aussi une source de recontamination pour certains patients. Parce que c'est important, Madame Bomele, que les gens sachent qu'il y a des gens qui sont restés chez eux, qui n'ont jamais rencontré le virus, qui se sont protégés. Le taux de virus a augmenté à un moment donné, a atteint un stade exponentiel et puis après est en train de baisser. Mais maintenant, avec le déconfinement, il y a des gens qui sortiront de chez eux, porteurs du virus, en phase même en baisse, qui pourront rencontrer si les distanciations sociales ne sont pas respectées, si les mesures barrières ne sont pas respectées, ces gens porteurs de virus pourront rencontrer des personnes qui n'ont jamais été en contact avec la maladie, avec la possibilité des nouveaux cas de coronavirus et possible aussi des cas d'hospitalisation. Donc, le déconfinement a son lot de risques de recontamination, mais on espère que ce lot sera faible. Et d'ailleurs, il faut saluer les efforts du gouvernement qui a décidé de faire un déconfinement partiel, mais lent.
pour éviter, bien sûr, tout ce que l'on craint maintenant, et ça, grâce aux avis des experts en matière de coronavirus. Moi, je suis très content de la politique qui a été menée par le gouvernement et surtout de l'appel à la solidarité et à la conscientisation des communautés. Et vraiment, c'est le travail que vous faites et il faut vraiment saluer le travail que Madame la députée réalise à ce sujet. Merci, docteur. Il y a aussi une autre préoccupation dont les gens m'ont fait part aussi. Mais comment ça se fait, par exemple, à Liège, vous avez remarqué qu'au début de l'épidémie à Liège, il y a eu la communauté africaine qui a été beaucoup touchée. Donc, on voit ça, même en France, quand on va aux États-Unis aussi, que la communauté africaine et la communauté noire est beaucoup touchée. Paradoxalement, en Afrique, la maladie n'arrive pas. Mais ici, quelles sont les explications alors qu'en Afrique, la maladie n'arrive pas, mais ici, la communauté noire est assez touchée? Non, il ne faut pas lier ça à la communauté noire. Je vais rapidement expliquer. Par rapport à ce qui s'est passé ici à Liège, j'ai entendu que les autorités de la ville ont appelé à une grande vigilance. Je pense que certaines personnes n'ont pas intégré rapidement ce qui a été formellement demandé par les autorités, distanciation sociale. Il y a encore eu des réunions communautaires ou des activités sans respecter les mesures barrières. Ce n'est que la seule façon qui a favorisé la transmission du virus et malheureusement les personnes souvent qui ont perdu la vie, souvent quand on regarde, il y a des comorbidités qui sont associées. Mais nous verrons par exemple qu'au niveau général, comme dans des pays comme aux États-Unis, où il y a un taux de mortalité élevé, avec un grand nombre des personnes d'origine noire, enfin des Noirs qui ont perdu la vie. Il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent. Il y a un problème d'obésité, par exemple. On a vu que les personnes obèses décédaient beaucoup quand elles étaient atteintes de coronavirus parce que les graves inflammations causées par le virus atteignaient plus des viscères, donc plus d'organes, avec des conséquences mortelles. On a aussi vu que la précarité dans les communautés, disons noires, dans certains pays, le fait que c'est cette communauté qui était aux premières lignes de certains de types de travail qui ont contact avec le virus a favorisé c'est qu'il y a encore la contamination de cette maladie. Ça a même été évoqué aussi en Grande-Bretagne, à Londres, où les communautés pakistanaises, indo-pakistanaises et noires sont les plus touchées par rapport aux pathologies. Donc, on fait un lien entre la transmission de la maladie et le type de travail que cette communauté exerce dans le pays d'accueil et aussi le type d'habitude que cette communauté a au quotidien. C'est pour ça que le travail des personnes comme vous, qui rappellent aux personnes d'origine étrangère qui vivent ici dans ce pays de bien respecter les indications des autorités sanitaires afin d'éviter la transmission de la maladie. Par rapport aux origines aussi, vous avez lu comme moi que par exemple, par rapport à cette nouvelle maladie des enfants, le Kawasaki-like ou bien le pseudo-Kawasaki, on a lié ça à des origines africaines parce que les personnes qui l'ont ce sont des jeunes noirs qui ont développé la maladie. Il n'y a aucune certitude. Il y a des études qui essaient de comprendre parce que la maladie, comme je l'ai dit au départ, c'est une maladie qui atteignait beaucoup les Asiatiques, mais le pseudo-Kawasaki, la nouvelle forme de Kawasaki liée au Covid-19 atteint beaucoup plus des jeunes d'origine noire ou d'origine africaine. Donc, on n'est pas encore dans la confirmation, c'est hypothétique et qui laisse la porte ouverte à des recherches. Ok, merci beaucoup. Et quand je disais aussi paradoxalement, là, je saute de coq à l'âne, on dit comme ça que les pays africains sont peu touchés par la maladie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que maintenant, je parle, c'est aussi des relations avec la Belgique, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent, voilà, le monde dit que moi j'aimerais voyager, est-ce que là-bas, je ne serais pas la pestiférée qui arrive? Maintenant, c'est le contraire, ils ont peur de la diaspora. Qui vont en voyage au Congo. Voilà. Oui, donc jusqu'à preuve du contraire, quand on voit la cartographie de la pandémie dans le monde, on voit que l'Afrique est moins touchée et il y a moins de morts. On peut penser que le jeune âge des populations africaines y contribue. Les jeunes ont une résistance naturelle
à certaines maladies. Il y a peut-être la température, le soleil. On a dit que le soleil et les ultraviolets, d'ailleurs, agissaient souvent contre certains virus. Bon, il est connu que la grippe, par exemple, ne fait pas effet en été, ici, c'est connu. Et donc, on pense que par déduction, la chaleur élevée, les ultraviolets agissent négativement contre le virus. Vous savez que le virus à l'air libre, il vit quelques heures, il peut même vivre quelques jours, mais il ne vit pas longtemps. Et on se dit qu'à des températures très élevées, on espère, on pense, on suppose que le virus meurt. Il y a le jeune âge, il y a la température élevée des pays du Sud et aussi, me dirait un professeur émérite en médecine, que l'Afrique a beaucoup de fléaux, que pour qu'un autre fléau vienne encore frapper. Comme par une main divine, je pense que, et j'espère que ça va continuer comme ça, ces pays-là sont protégés, vu déjà le niveau sanitaire faible de la majorité des pays d'Afrique. Si cette maladie avec sa rage de destruction devrait atteindre l'Afrique, ça serait une catastrophe. On a voyagé 2 minutes en Afrique, comme on ne peut pas voyager ces jours-ci. Maintenant, on revient en Belgique. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait une des causes de la mortalité de la communauté noire en Europe, c'était aussi parce que beaucoup de travailleurs étaient dans le secteur, en première ligne, avaient un travail dans la première ligne voilà, ils sont dans le domaine médical, le domaine dans les centres commerciaux, ils sont les balayeurs de la rue, ils ont tous des métiers nobles, hein, qui, grâce à eux, tout fonctionne maintenant. Mais je reviens à ça, pourquoi? Parce qu'on avait dit que dans la mortalité, vous avez remarqué ces jours-ci quand même, que beaucoup de Noirs exercent dans le métier du corps médical, que beaucoup, surtout les infirmières, beaucoup ont été victimes, et il y en a aussi beaucoup qui ont décédé suite à cette pandémie. Et une explication qu'on aurait donnée, je voudrais justement, si vous pouvez le dire maintenant, si c'est vrai ou faux, on avait expliqué le fait que nous aimions beaucoup tout ce qui est rasta, tout ce qui est mèche, là, parce que nous, on aime bien faire tout ça, et que les infirmières, par exemple, quand elles allaient travailler, bien qu'elles se lavaient toujours tout le corps, et quelquefois, il y avait un problème que les virus pouvaient atteindre le cheveu. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Parce que c'était une des explications qu'on avait données, qu'on a vu qu'au début, il y a eu beaucoup d'infirmières décédées, le corps médical, les infirmières décédées. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça? Est-ce que ça, parce que là aussi, je vais en parler en lingala, parce que ça, c'est une question. Pardon, je peux expliquer la lingala paix. Parce que mi babi basoko be basoko kufa on a ba infirmière mi et tout ça parce que virus c'est comme na suki parce que sous on a un côté parce que sur on l'air bien se péter une fois par semaine. Donc il faut se faire tous les jours. Alors est-ce que c'est il a raison il y a solo be en beauté. Ça c'est une question. Madame la députée, merci pour mon tournanayo. Non, d'emblée, moi je ne vais pas entrer dans ce débat. Je peux simplement d'abord profiter pour saluer le corps médical dans sa globalité, tous ceux qui ont donné de leur temps, de leurs efforts et malheureusement pour certains de leur vie pour essayer de sauver les autres. Nous avons connu 3 médecins qui ont perdu la vie ici en Belgique parce qu'ils ont travaillé dans le cadre de leur métier. Bon, la maladie les a emportés et des infirmières évoquées également tombées malades et parties. C'est vraiment triste. Non, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des suppositions et des supputations. Nous ne pouvons pas lier. Nous devons simplement dire que ceux qui travaillent dans le domaine médical doivent vraiment strictement se couvrir la tête en toute globalité, doivent avoir des gants à changer régulièrement, porter des masques dont les filtres sont à changer régulièrement, une visière également est conseillée, une blouse de protection. Et donc, au niveau hospitalier, au niveau des cabinets, moi je travaille en première ligne, comme vous savez, nous sommes très attentifs par rapport à la manière dont nous accueillons les patients. Nous sommes d'abord dans le tri pour d'abord mettre les patients à l'aise, les patients qu'on appelle respiratoires et non respiratoires, tous ceux qui ont des plaintes respiratoires tout au début avec des symptômes qui pouvaient orienter
au Covid-19, nous les orientons directement dans les centres de tri Covid-19 pour recevoir les patients non respiratoires. Et il était aussi conseillé aux médecins donc, de travailler plus par téléphone et moins recevoir des patients. Donc, tout ça fait que le médecin maintenant, parce que les consultations sont ouvertes, doit prendre des mesures de protection et pour le patient et pour lui-même, tant au milieu hospitalier qu'en cabinet privé. Je ne peux pas affirmer des choses pour lesquelles il n'y a pas d'éléments à confirmation, mais je peux simplement rappeler que ces personnes-là, ou nos sœurs, au bazin na mèche, bazala na kolata kaba, ko couvrir mutu na bango suffisamment pour ne pas qu'il y ait une source potentielle et à transmission d'un virus. Mais, Madame la députée, il est important que les karaté kokosola ou bien postillé ou bien éternué. Il y a aussi l'aérosolisation parce que il y a par exemple des patients gavés, il y a des patients qu'il faut aspirer. Des fois, certains infirmières travaillent dans des milieux où le virus peut passer un peu dans l'air, si tu veux, c'est un système d'aérosolisation. Et tout ça sont des éléments qui sont suspectés. Donc, vous voyez que jusqu'à preuve du contraire, on connaît beaucoup sur le virus, mais on ne connaît pas encore tout. C'est pour ça que la prévention maximale demeure de mise. Ok, docteur, c'est le temps, on avait prévu de respecter l'heure, on a encore beaucoup de matière à parler. J'ai une personne ici qui me demande, tiens, que faire pour terminer avec le coronavirus? Bon, ça c'est un peu difficile, je ne sais pas ce que vous allez dire, c'est pour répondre à la personne. Je vais dire que faire pour terminer avec le coronavirus? Comme l'a dit d'ailleurs le brillant professeur Raoul de Marseille, comme tous les grands fléaux, toutes les grandes maladies qui ont terrassé la société, finalement, ces maladies sont passées. Et des fois, même en n'ayant pas trouvé des grands remèdes. C'est le cycle de la société. Finalement, moi, je suis persuadé que cette maladie passera. Quand je ne peux pas le dire, elle passera, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler, au-delà de traitements qui sont donnés à base de plaquenil, azithromycine, doxycycline et association avec beaucoup d'autres interférents. Il y a aussi des vaccins qui sont à l'étude. Il y a au moins une centaine d'études pour des vaccins. C'est vrai que c'est un sujet à polémique, un sujet pour lequel il faut prendre toute une émission. Mais d'emblée, sachons déjà que dans un avenir, et moi je l'espère proche, une solution sera trouvée par rapport à cette maladie. Merci, docteur Jean-Jacques Boungani. Il y a plusieurs questions, mais ces questions-là, on va se retrouver dans 15 jours, parce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui se passe à travers cette polémique du vaccin. Il y a tout ça que j'aimerais bien aborder avec vous, les polémiques du vaccin, toute cette polémique par rapport au vaccin, par rapport à l'hydroquinine. Voilà, si quelqu'un vient tousser devant ton visage, est-ce que tu risques d'avoir la maladie? À travers le GSM, attends, on dit comme ça que le GSM, on peut être contaminé à travers le GSM, est-ce que c'est vrai ou comment? Et à ma question, ils ont envoyé belé. Alors, je vous suggérais que si vous avez des questions, de mettre sur le commentaire. Et parce que la semaine prochaine, on va recevoir monsieur Michael Fossard, qui va vous parler de tout ce qui concerne le secteur économique, parce que tout le monde est touché, à part le médical, c'est vraiment tout ce problème économique, le secteur social, tout le monde est touché par rapport à ça. Et avec vous, on reviendra dans 15 jours pour préparer toutes ces thématiques-là. Alors, si vous avez des questions, je sais qu'il y en a beaucoup, on n'a pas tout abordé, avec le Congo Bololo et tout ça. Bon, je vous remercie, le docteur Jean-Jacques Boungani, d'avoir accordé le temps, parce que je sais que vous êtes très, très chargé ces temps-ci. On doit aussi parler par rapport aux équipements, les masques, voilà, tout ça, bon, pour le corps médical. Il y a plusieurs choses. Et c'est un moment très, très riche. Et je vous en remercie énormément parce que grâce à vous, la société civile, nous, députés, on peut relayer aussi la préoccupation des citoyens. Et grâce à vous, les citoyens aussi, on peut essayer de voir un peu plus clair pour ne pas faire un travail
seulement unilatéral que j'allais dire, de ne pas faire un travail unilatéral, c'est un travail d'échange pour comprendre vos problèmes, qu'est-ce qu'il en est, pouvoir les remonter, faire des questions parlementaires, faire des résolutions, pouvoir échanger. Et la société civile est très importante aussi. Je remercie beaucoup le Dr Mungani. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, c'est-à-dire à 18h pile, jusqu'à 18h45. Vous qui avez des problèmes par rapport, parce que j'ai vu, il y a certaines personnes qui ont des ASBL, mais qui exercent comme dans leur statut juridique, c'est reconnu comme économique ou bien commercial. Voilà. Alors maintenant, certains n'ont pas eu les subsides qu'ils devaient avoir, mais maintenant, j'ai vu qu'à partir de vendredi, il y a une solution qui a été faite par rapport à ces personnes-là. Il y a des indépendants qui ont du mal à percevoir leur droit de passerelle, qu'est-ce qu'il en est, s'ils vont là où il faut, quelles sont les démarches qu'il faut faire, il y en a qui sont un peu perdus, il y en a qui n'étaient pas au courant, un peu pour vous apaiser par rapport à tout ça. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Abdoullah et Gisèle Abdou qui m'ont dit, qui me soutiennent justement par rapport à votre préoccupation du moment, hein, qui disent voilà, il faut quand même soutenir toutes ces personnes-là qui sont en difficulté, et à toutes ces questions-là économiques dont je vous invite à la semaine prochaine pour en parler avec Monsieur Bossard. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre ici. Alors je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine, dimanche, c'est-à-dire pendant tout le confinement et le déconfinement pendant cette période de cette pandémie, tous solo là, parlons Covid-19. Je vous remercie. Merci, Dr Jean-Jacques Mungani. Et prenez soin de vous. Au revoir. Merci.